Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Je me suis pas mal impliquée là-dessus. J'ai beaucoup discuté, qu'est-ce que ça voulait dire, comment contourner tout ça, pour essayer d'être moi-même plus forte, pour aider les autres aussi, les autres femmes, parce que c'est un parcours quand même semé d'embûches. Les hommes ont beaucoup moins ces sujets-là. Et puis la maternité, moi j'ai eu des jumeaux, j'ai été arrêtée longtemps. Enfin, évidemment, dans les augmentations, la progression. Et au retour, le dossier le plus pourri dont personne ne voulait. Alors évidemment, moi j'en ai fait une force, mais c'est un fait, c'est un fait. Lydie Sartou dirige en quelque sorte le bureau des possibles chez Enedis. Son équipe projet et solutions œuvre pour la transition énergétique dans les territoires. Depuis longtemps dans le groupe EDF, cette maman de jumeaux gravit les échelons et relève les défis. Conduite par sa curiosité et sa capacité à évaluer rapidement les circonstances, Lydie partage avec nous de nombreuses situations professionnelles auxquelles elle a été confrontée. Vous allez l'entendre évoquer le cheminement par lequel elle est passée pour décider de prendre un poste qui lui était proposé. Elle aborde également les moments de prise de poste ou d'adaptation aux situations parfois incongrues. Et elle décrit comment elle a pu être inspirée par son entourage professionnel. Lydie s'est forgée une forme de carapace après avoir subi des situations de misogynie et de harcèlement. Désormais, elle met à disposition sa force et son expérience pour aider les femmes qui, comme elle, souhaitent progresser dans leur trajectoire professionnelle avec ambition. Place maintenant à mon échange avec Lydie. Bonne écoute. Bonjour Lydie. Bonjour Perrine. Lydie, je voudrais vous renvoyer en enfance, c'est la question que je pose toujours en premier. Est-ce que dans votre enfance, il y avait déjà une histoire d'électrons ou est-ce que c'était pas encore un sujet pour vous ? Non, c'était pas du tout un sujet d'électrons, absolument pas. J'avais très peu d'idées de ce que j'avais envie de faire. Je voulais plutôt être dans les matières scientifiques, dans la recherche biologique. Et vous voyez, j'en suis un peu loin. J'ai été influencée par mon papa, qui considérait que les ingénieurs étaient trop rigides, trop bornés. Et donc, quand j'ai commencé à dire je ferais bien une carrière scientifique, il m'a un peu influencée et orientée en disant mais non, prends quelque chose de beaucoup plus ouvert, comme ça tu pourras choisir ce que tu peux faire. Donc mon papa était architecte urbaniste, donc très orienté sur la créativité, l'aménagement du territoire. Donc pour le coup, lui connaissait bien l'électron. Il a fait pas mal d'aménagements autour de retenues de barrages hydrauliques et très avant-gardiste sur la transition écologique, en faisant toujours attention à ce que ces réalisations ne viennent pas impacter trop les paysages, en parlant il y a au moins 20 ans, il me parlait déjà de biomasse. Je savais pas ce que c'était. Maintenant, on entend parler dans le langage courant. Les forêts, comment réimplanter des arbres. Et lui, dans ses travaux, ses opérations, il a toujours fait attention à ça. Replanter des gros arbres plutôt que les couper. Donc, l'électron, c'était plutôt, j'y pense maintenant, c'est plutôt mon papa qui
qui avait ça en tête, plutôt que moi. Mais vous l'avez rejoint. En fait, dans ce que vous faites aujourd'hui, vous allez nous raconter un peu. Ça ressemble un petit peu dans certains aspects, non ? Mais un petit peu, maintenant que j'y pense. En effet, lui étant plus sur l'aménagement du paysage, les bâtiments, moi travaillant beaucoup plus sur les infrastructures. Comment insérer du renouvelable dans les territoires, comment apporter de l'intelligence dans les réseaux pour justement s'adapter et réussir une transition énergétique durable, permettant aussi d'absorber toutes les volontés sociétales des citoyens, c'est-à-dire être beaucoup plus proche de la nature et surtout préserver le climat. Donc, en effet, on se rejoint quelque part avec lui sur ce sujet de transition. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans votre job, dans votre boulot ? Alors, ce qui m'anime, c'est faire bouger les lignes. C'est vraiment mettre mon énergie, mon enthousiasme pour créer des choses nouvelles qui soient utiles au service de la collectivité, au service de l'intérêt général. C'est pour ça que je suis dans une entreprise de service public. C'est vraiment ça qui m'anime et vraiment réussir à concrètement, petit pas par petit pas, à faire sortir des projets de transition énergétique et écologique pour montrer que c'est possible. Sans créer la révolution et le grand soir, parce que ça on n'y arrivera pas. Passer au 100% renouvelable, même dans 10 ans, c'est illusoire. On pourrait le faire, mais ça coûte très cher. Les Allemands se sont engagés dans cette voie, mais ça coûte très cher. Est-on prêt à le faire ? Est-on prêt à diminuer vraiment nos consommations d'électricité ou d'énergie ? Je ne suis pas sûre. C'est vraiment des renoncements, donc ça pourrait se faire dans la douleur. Mais si on veut pas que ça se fasse dans la douleur, ça prend du temps. Et donc c'est vraiment être au service de cette cause-là. C'est quoi votre titre aujourd'hui ? Alors, je suis directrice projet et solutions au sein d'une entité qui est la direction client et territoire. Donc, c'est vraiment orienté vers nos parties prenantes externes, les collectivités locales, les acteurs des territoires, que ce soit les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs sociaux, les grandes entreprises. C'est pour eux qu'on travaille et pour les accompagner et faciliter leur vie et leur trouver des solutions, en tous les cas, au niveau du réseau électrique. Vous avez un beau parcours dans l'électricité. Est-ce que vous avez, au sein de cette industrie peut-être, ou ailleurs, un rôle modèle ? Ah, c'est une bonne question. Alors, oui, j'ai un rôle modèle. C'est au tout début de ma carrière. Je finissais un stage en fusion-acquisition parce que ça me faisait vraiment rêver, ce monde-là, le monde de la finance, le monde des grandes opérations qu'on voit dans les journaux. Et donc, je finissais un stage à la compagnie financière Raymond Rothschild et j'avais postulé chez PricewaterhouseCoopers et c'est une femme qui m'a reçue. Et cette femme m'a fait confiance et m'a tout de suite, donc elle m'a embauchée évidemment, et m'a tout de suite mis en première ligne sur des opérations de M&A. J'étais toute jeune, honnêtement, j'avais à peine 25 ans. Elle, énarque avec un carnet d'adresses très fourni, sûre d'elle, n'ayant pas peur parfois d'avoir une posture très affirmée, sans forcément complètement tout maîtriser, mais en même temps, parfois, je me rends compte vraiment que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, parce qu'on peut pas tout maîtriser en étant dirigeant. Et ça me fascinait. Et du coup, elle m'a beaucoup boostée et mise en avant, et je me suis retrouvée très souvent à accompagner des acquéreurs pour visiter des usines qu'on revendait, pas toujours très sexy les usines, des vieux machins pas faciles à vendre, où on repeignait la nuit en couleur parce que c'était tout gris pour mettre un peu de couleur, du vert, du rouge. Et il fallait essayer de faire l'article à ces acquéreurs, souvent étrangers. Et honnêtement,
J'essayais de faire de bonne figure, de montrer que j'étais super sûre de moi et affirmée, mais vraiment pas simple. Et honnêtement, je me suis beaucoup inspirée d'elle pour m'affirmer et me dire si tu peux le faire. Y compris une fois, j'ai fait une tournée en Roumanie pour visiter des usines de carton pour un acquéreur, un cartonnier français qui voulait absolument, qui avait déjà des usines en Pologne. Je suis allée en Roumanie, donc j'ai fait la tournée de plusieurs patelins en Roumanie en 4x4. Honnêtement, à l'époque, c'était quand même une vingtaine d'années, il y avait des nids de poules partout. Enfin, c'était monstrueux avec l'acquéreur. Et on arrivait dans des usines, mais c'était Ceausescu. Et il n'y avait pas de carton, c'était que des usines de papier toilette. Donc, ça en devenait risible à la fin. Donc, j'avais bien sympathisé avec le client. Mais honnêtement, comment voulez-vous faire la promotion de ces usines-là? Parce qu'on avait des bureaux en Roumanie, donc des correspondants qui nous avaient fait des sélections, mais c'était édifiant, enfin, invendable. Donc, inachetable plutôt. Et petit à petit, je me suis forgé un caractère, et surtout, c'est la personnalité de ce rôle modèle qui me fascinait. C'est-à-dire que elle était hyper coquette, hyper bien habillée, mais pas du tout classique. Elle mettait toujours des trucs très très fantaisie, de la couleur, des volants, pas toujours, enfin je trouvais pas ça toujours très beau, mais ça lui allait très bien. Donc elle avait une allure, et surtout tête en l'air. Donc elle perdait toujours tout. Elle faisait pas attention à comment vraiment tout était assemblé. Et alors le jour où j'ai trouvé le plus rigolo, c'est qu'elle s'était trompée de boucle d'oreille. Donc elle mettait des boucles d'oreilles différentes et totalement assumées. Je disais mais Muriel, vous avez des boucles d'oreilles différentes là, vous allez à un rendez-vous. Ah oui, non mais c'est pas grave. Donc elle en enlevait une, elle laissait l'autre. Un style. Et je trouvais ça fascinant. Elle aimait pas l'avion, donc elle essayait toujours d'éviter. Donc elle m'envoyait souvent à l'étranger. Puis quand elle devait le faire, avant le décollage, elle prenait une petite mignonnette d'alcool à 6h du matin quand on prenait l'avion, 6h30 ou 7h. Donc un personnage, honnêtement, et souvent je pense à elle. Ça me ferait plaisir de la revoir d'ailleurs, parce que c'était mes débuts de vie professionnelle où j'ai découvert ce que c'était que être un dirigeant. Et rétrospectivement, je me rappelle ça, et je me dis, ah oui, elle faisait comme ça, et je me retrouve à me dire, ah bah tiens, en effet, je fais un peu comme elle là. Donc voilà, c'est ça mon rôle modèle. Est-ce que vous avez des mentors ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous inspirent et vers qui vous pouvez vous tourner pour aller chercher des conseils ? J'appellerais pas ça des mentors, parce que d'abord, c'est pas explicite, c'est pas explicitement dit. Je dirais plutôt que c'est un réseau avec quelques personnes dont je sens qu'il y a une confiance qui s'est installée et vers qui je peux me retourner pour aller demander un conseil, que ce soit un conseil sur un sujet un peu épineux sur le plan professionnel, c'est-à-dire avoir un regard décalé. Si par exemple, je me sens pas alignée avec mon chef sur un sujet qui est un peu épineux, un peu politique, je me dis tiens, je peux aller prendre conseil auprès d'un tel qui est un peu plus neutre, et voilà. Donc ça, je peux le faire. Sur ma carrière aussi, je peux aller demander à quelques personnes également ce qu'elles en pensent, mais je dirais pas que c'est du vrai mentoring ou vraiment quelqu'un qui me porte, qui me pousse, qui me dit vas-y, prends ce risque-là. Ça, c'est toujours moi qui ai décidé par moi-même et qui me suis lancée, qui ai pris le risque. C'est quoi le plus gros risque professionnel que vous ayez pris ? C'est pas des gros risques, hein. Franchement, j'appelle pas ça des risques, mais par exemple, j'étais à la direction internationale sur le développement, notamment des projets nucléaires à partir des EPR avant Fukushima, on va dire, c'était encore l'époque dorée. Et là, c'était la première fois que je me faisais, entre guillemets, chasser en interne et on vient me proposer un poste. C'était du temps d'Henri Proglio, qui était président.
Et le poste était directeur de cabinet de son bras droit, plutôt un homme de l'ombre, donc secrétaire général, mais plus que ça, c'est-à-dire l'homme de confiance, notamment sur tous les grands contrats, sur toutes les grosses prises de risque. Et il se trouve que je vais voir, bien sûr, j'accroche bien, le courant passe bien, et après il me dit je vous retiens, répondez-moi vite parce que j'ai besoin d'une réponse très vite. Et là, au bout de 2 jours, je le rappelle, je lui dis non, je viens pas, avec des arguments construits mais un peu fallacieux. Et pourquoi j'avais dit ça ? Parce que justement, j'avais pris conseil auprès de 2 mentors qui m'avaient dit non mais attends, tu peux absolument pas prendre ce poste-là, t'imagines, c'est le système Proglio, tu vas pas aller entre guillemets te commettre, fais attention, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Et là, oui, en effet, je m'étais laissée influencer. Et en fait, c'est mon mari qui m'a dit, mais t'es folle, c'est n'importe quoi. Bien sûr que oui, ça va être hyper intéressant, je vois pas pourquoi tu te commettrais. Donc, rappelle tout de suite. Et en effet, je me suis rendu compte après coup qu'elle avait carrément raison. Et que j'en avais super envie en fait, j'avais envie de voir ce que c'était, et que les personnes, ces fameux mentors, projetaient sur moi peut-être quelqu'un de, j'en sais rien, peut-être un peu naïf, un peu fragile, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient me protéger, oui, je pense, peut-être, est-ce qu'il y avait un peu de jalousie, je ne sais pas, mais donc, faut toujours être un peu, enfin voilà, on peut prendre du recul, et une décision, elle peut vraiment, enfin, faut vraiment, ce que je me suis dit, ça vient vraiment du cœur, de soi-même, parce que c'est de quoi j'ai envie à tel moment. Vous avez parlé de votre mari, est-ce que c'est un allié professionnel pour vous ? Est-ce qu'un allié pour votre carrière ? Il m'a toujours soutenue, parce que je suis ambitieuse, et donc ça, il a toujours compris, il le sait. En même temps, il a un aspect très protecteur, donc il dit attention, fais attention, ne travaille pas trop non plus, ménage-toi. Donc ça, il faut que je le gère, parce que parfois j'ai envie de dire oui, tu me protèges, mais je suis grande. Mais c'est super bienveillant et je le comprends tout à fait. Et en effet, dans mes choix de carrière, c'est un allié parce que il sait ce qui est bon pour moi. Il me connaît suffisamment pour me dire ce qui est bon pour moi. La preuve sur ce sujet-là. Changer de poste, c'est prendre un risque en soi quand même, parce qu'il y a un nouveau challenge, une nouvelle équipe. Comment est-ce que vous gérez les changements de poste ? Parce que vous grimpez, vous, dans l'échelle, et vous prenez des nouveaux postes régulièrement. Est-ce que vous avez une astuce à cette prise de poste ? Déjà, je considère pas vraiment que c'est un risque. Je le vois plutôt comme une nouvelle aventure qui commence. Et moi, j'aime bien la nouveauté. J'aime pas les trucs monotones. Donc, au contraire, moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui m'excite. Donc, je suis plutôt très contente. Après, les premiers jours, il y a un petit peu d'appréhension. Comment je vais aborder la chose ? C'est surtout être très à l'écoute. Arriver, écouter, observer, surtout être humble, parce que moi j'arrive souvent dans des créations de postes ou des postes pour lesquels il n'y a pas eu d'ingénieur, enfin il y a eu que des ingénieurs, et moi j'arrive, je connais pas forcément le sujet, ça a été dans le nucléaire, ça a été dans les réseaux là, et du coup j'arrive en posture super ouverte pour dire j'ai envie de comprendre comment ça marche, et j'aime bien les outils industriels, donc je m'y intéresse vraiment. Moi j'adore visiter les sites, et ça se ressent, c'est en pleine sincérité, donc les gens le voient, et c'est comme ça que j'acquiers tout de suite de la confiance de la part des interlocuteurs, que ça accroche. Enfin, c'est mon astuce en fait, c'est être en ouverture, en intérêt pour le travail des collaborateurs et plus largement de l'entreprise, et c'est comme ça que je pense que c'est une des clés d'approche des postes. Est-ce que vous nous raconteriez la réussite professionnelle dont vous êtes la plus fière ? Bien sûr. Oui, c'est une aventure que j'ai adorée. C'était à l'international, c'était il n'y a pas très longtemps. En fait,
j'ai réussi, je peux le dire comme ça, à ouvrir le marché indien à EDF sur les smart meters, les compteurs communicants, les réseaux. Et comment ça s'est passé ? Donc j'avais un manager qui avait envie de découvrir l'Inde aussi et qui croyait à cette croissance fulgurante en ce moment, et avec des réseaux qui veulent vraiment passer, c'est comme le téléphone en Afrique, ils sont passés tout de suite au mobile. Là c'est pareil, ils veulent tout de suite passer à des réseaux électriques intelligents, pareil pour le téléphone. Et en voyant ce potentiel énorme en Inde, plus on a un bureau là-bas où les gens, enfin des Indiens, on a une présence parce qu'il y a pas mal d'hydraulique, enfin il y a des enjeux nucléaires, il y a une présence, mais enfin ça dort doucement, hein, ils sont très bien, nos Indiens. Et moi, je les ai vite embarqués dans l'aventure. J'ai dit, voilà, le potentiel, dites-moi, etc. Là, je vois les réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui. Regardons ensemble. Donc, on a regardé des opportunités, les appels d'offres. Et tout d'un coup, un appel d'offres, Harmanjit m'appelle et me dit, voilà, il y a ça. Je dis, oui, mais il nous faut un partenaire. Là, moi, de Paris, tu penses bien, il me faut une ingénierie locale. Pas de problème, il me trouve une ingénierie locale étatique indienne. Donc on fait un consortium, on répond, on va répondre à l'appel d'offres. Donc j'appelle les sachants, je leur dis donnez-moi, je veux du savoir-faire, on va rédiger cet appel d'offres. Alors là évidemment, tout s'est levé, non c'est pas possible, c'est impossible, tu nous tords le bras, tu veux nous emmener dans un truc ultra risqué, c'est horrible, on connaît pas, on n'a pas les ressources. Bon, pas grave. Passez-moi les fiches là de savoir-faire, expliquez-moi à peu près ce que c'est. J'ai Harmanjit, voilà, j'ai ça. Toi tu me rédiges la partie plus indienne. On rédige l'accord de consortium avec la société. Pouf. Dans la nuit je termine. J'étais un peu toute seule. Là, je me dis, très opérationnel. Pas grave. Oui, mais moi je mouille la chemise quand il faut, quand je sens que il y a peut-être un truc. Et on répond. C'était un peu de bric et de broc, honnêtement, parce qu'on n'avait pas tout carré. Tout n'était pas carré sur le plan administratif, parce qu'on n'avait pas forcément la bonne société pour répondre. Enfin bref, mais avec les Indiens, on s'arrange. Et voilà que au bout de 3 mois, on a réponse positive. Et alors là, panique à bord ou champagne. Champagne de mon chef, champagne de mon N+2. Mais alors panique parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour aller là-bas, qui parle anglais, qui a envie d'aller voir des Indiens. Et alors épique quoi. Enfin parce que franchement on n'est pas une entreprise très aguerrie à ça. On connaît bien la Chine, mais l'Inde c'est très surprenant. Donc moi j'y suis allée plusieurs fois et honnêtement ils vous font tourner en rond. C'est vraiment le cercle de la vie, quoi. Vous revenez au point de départ très facilement. Vous avez l'impression d'avoir progressé. Et en fait, c'est absolument pas une ligne. C'est un rond. Donc, chaque fois, vous rebasculez. Et au rond suivant, au cercle suivant, vous avez fait un petit pas. Mais vous y revenez quand même à un moment donné. Donc, c'est épuisant. C'est absolument épuisant en négociation et en plus une société étatique. Donc ce qui était le plus dur, c'était pas le client là pour le coup, c'était le partenaire. Mais on a tenu, on s'est fait des références, on s'est fait connaître. Un vrai partenariat aussi, une complicité avec Harmanjit et son bureau. Avec des moments tendus, parce qu'on se comprenait pas culturellement. Lui étant un peu dans l'approximation, voire je cache des choses pour pas montrer, parce qu'il pouvait pas perdre la face. Et donc je lui ai dit, mais là tu m'as fait un faux, c'est pas possible. Enfin, et donc la rationalité occidentale fait qu'on devient dingue. Mais ça servait à rien, parce que entre eux, ça fonctionne comme ça. Et de toutes les façons, so what, le document était fait. Il fallait partir de là. Donc, ça remet des repères totalement ailleurs. Ça bouscule, c'est très dérangeant, mais tellement enrichissant. Et surtout,
tellement gratifiant après une deuxième opération. Donc là, pour le coup, je suis allée chercher des financements avec un peu plus d'équipe, parce que là, pour le coup, les gens avaient compris. Des financements de la diplomatie française qui accompagnent quand même, vu le potentiel, nous ont accompagnés pour financer une étude dans un État qui s'appelle l'État du Madhya Pradesh. La fameuse usine Bhopal chimique, voilà, donc, qui est la capitale. Et donc, quand même, cet État, c'est la taille de la France. Donc, pour la compagnie d'électricité, de distributeurs d'électricité équivalent de nous, Enedis. Et là, on a fait des études et on a justement capitalisé encore là-dessus. Et puis après est venu un autre appel d'offres où justement on a gagné pour installer, et là c'est en cours, 5 millions de compteurs intelligents, plus toute l'ingénierie autour pour faire un réseau intelligent, smart grid. Et donc voilà, donc l'épopée indienne, qui est maintenant une vraie référence dans le groupe, EDF, a commencé comme ça et j'en suis très fière. Ce sens de l'adaptation, parce que c'est quand même ça que vous avez dû faire à tous les moments, j'ai l'impression, du projet, c'est quelque chose que vous aviez déjà remarqué chez vous, que vous avez cultivé? Je l'ai naturellement, parce que d'abord je suis curieuse et oui, je m'adapte. Je suis très je m'adapte à mon environnement, je m'adapte aux personnalités. Il y a des personnalités très fortes, notamment là dans mon poste actuel, des gens qui montent dans les tours, qui crient. Donc ça, maintenant, je sais super bien les gérer. Des plus celles qui louvoient, enfin, avec aussi quelque chose qui me caractérise, c'est le sens du jugement. C'est-à-dire, j'apprécie vite qui est qui, et donc je peux anticiper et ça me permet de m'adapter. C'est plutôt ce sens du jugement qui me permet l'adaptation. C'est que je sais tout de suite, dans un environnement, décrypter comment les gens se positionnent, pourquoi, et un peu la face cachée. Et ça, je l'ai beaucoup développé justement au cabinet, auprès du numéro 2 d'Henri Proglio, parce que lui était toujours là-dedans. Et c'était un peu la clé pour pas rentrer dans les choses trappes. Et dès qu'il y a un truc trop lisse, trop calme, trop bien, c'est que c'est louche. Donc ça, j'ai appris. Faut pas que ça soit une eau calme. En tous les cas, dans le milieu professionnel, c'est pas normal. C'est bon à savoir, ça. Oui, donc bonne si astuce. c'est pas normal, faut creuser. Donc chaque fois, il me faisait creuser. Alors, on trouve pas 100%, mais bien souvent, on trouve des choses, et quand on les trouve, c'est des grosses choses, parce qu'elles sont bien cachées. Ce rôle de femme de l'ombre, c'était facile pour vous à gérer? C'est femme de l'ombre, pas tant que ça, en fait, hein. Mon chef m'a fait très vite confiance, il m'a confié des projets, des dossiers, et les dossiers, j'allais les présenter moi-même avec lui, hein, mais au président. J'étais aussi beaucoup le passage obligé pour faire signer tel ou tel contrat, il fallait que j'ai compris les tenants et les aboutissants et que justement, ça soit très clair. Donc évidemment, mes anciens chefs devaient passer par moi, venir m'expliquer pourquoi il y avait ça. Tiens, non, ta copie, je suis désolée, j'ai tenté là. Non, c'est pas suffisamment clair, je te l'avais dit, j'ai tenté, mais voilà. Et du coup, tout ça sans accroc, mais sans abuser du pouvoir, parce que ça peut vite vous monter à la tête, parce que justement, vous êtes un passage obligé. Sur le sujet aussi, le grand projet nucléaire anglais, on était aussi beaucoup à la manœuvre avec mon chef à cette époque, assez exposé vis-à-vis du patron anglais, qui lui était même presque plus anglais que les Anglais, défendant, mais c'était son rôle, hein, le projet anglais, et nous qui devions peser les risques, négocier avec le gouvernement anglais les contreparties, et avec l'Europe les contreparties. Donc à la fois dans l'ombre, mais aussi dans la lumière pour tous les sujets un peu exposés sur le plan juridique et des risques. Est-ce que le fait d'être une femme a été décisif à certains moments de votre carrière? Est-ce que ça a été un frein à d'autres, un obstacle parfois, ou un énorme atout? Ou est-ce que c'est pas un sujet? Si, c'est un sujet, surtout en début de carrière. Maintenant,
je crois que c'est plus un sujet pour moi, mais ça l'a été. Je crois que j'ai subi tous les harcèlements possibles, mais j'ai tout à fait résisté. En banque d'affaires, c'est très macho, hein. Donc une affaire limite harcèlement sexuel, je me suis très bien sortie. Ça a juste un peu freiné mon bonus une année, mais c'est tout. Donc c'était pas grand chose parce que je me suis exprimée et j'ai dit haut et fort ce que je pensais d'une personne. Ensuite, j'ai en début de carrière, cette fois-ci dans le groupe EDF, je me suis retrouvée avec un chef extrêmement misogyne. Pour qui je suis allée dire écoute, sympa, on fait connaissance, t'es mon nouveau chef. Là, tu vois, j'ai pas envie d'avoir d'enfant tout de suite, j'avais une petite trentaine. Je suis prête à beaucoup donner, j'ai envie que tu me donnes des responsabilités, je veux y aller. Ah non, mais tu sais ce que je pense des femmes, elles sont à la maison, mais elles font des enfants. Alors ça s'est pas bien passé. Et donc évidemment, je suis montée au créneau assez fort. Pas suffisamment avec tact parce que je me suis fait un peu instrumentaliser, parce que les chefs au-dessus en ont profité, de toute façon ils voyaient bien, ils l'ont mis sur la touche, donc ma petite victoire c'est qu'il a été une quinzaine d'années à la R&D, dans un placard, oui, et que moi là j'ai eu un frein dans ma carrière, concrètement, parce que j'avais osé l'écrire, et on n'écrit pas ce genre de choses. Si c'était à refaire, je pense que je l'écrirais pas, en effet, parce que j'ai pas à pâtir de ça. Les faits font que effectivement, on peut pas encore l'écrire. Peut-être que ça change aujourd'hui avec MeToo, etc. Après, d'autres comportements déplacés d'autres personnes. J'ai dû témoigner aussi dans une affaire de harcèlement sexuel, enfin harcèlement aussi moral. Tout ça, évidemment, dirigé vers des femmes. Donc je me suis pas mal impliquée là-dessus, essayé beaucoup discuter, qu'est-ce que ça voulait dire, comment contourner tout ça, pour essayer d'être moi-même plus forte, pour aider les autres aussi, les autres femmes, parce que c'est un parcours quand même semé d'embûches. Je suis désolée, mais les hommes ont beaucoup moins ces sujets-là. Et puis la maternité, moi j'ai eu des jumeaux, j'ai été arrêtée longtemps. Frein évidemment dans les augmentations, la progression, et au retour, le dossier le plus pourri dont personne ne voulait. Alors, évidemment, moi j'en ai fait une force, mais c'est un fait, maintenant tout ça, enfin, je me suis vraiment mis une carapace. Et je pense qu'il y a, je détecte assez vite maintenant. Je sais détecter, et moi je suis assez fière de pas avoir été affectée et d'avoir résisté et d'avoir soulevé tous ces problèmes, la misogynie, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, pour moi et pour les autres. Donc oui, il y a plein d'obstacles. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'œuvrer en faveur de la mixité en entreprise ? Est-ce que vous faites attention, par exemple, à qui vous recrutez ? Est-ce que vous avez tendance à accompagner les jeunes femmes de votre équipe plus particulièrement ? Ou est-ce que c'est pas un sujet au quotidien ? Si, c'est un sujet, mais je ne ferai jamais de discrimination positive. Ça, j'aime pas. En revanche, je fais attention à un bon équilibre dans l'équipe. À un moment, c'était même trop féminisé. Et trop féminisé, ça fonctionne pas non plus. Donc, fais attention à recruter à nouveau quelques hommes pour bien équilibrer. Mais pas de discrimination positive du tout. Et accompagner des jeunes femmes, bien sûr. Surtout celles pour lesquelles je sens qu'il y a une envie véritablement d'éviter ces écueils, de progresser, d'avancer vite parce qu'elles ont du potentiel, elles ont surtout la volonté. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de partage d'expériences, de conseils. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais que ça soit dans mes équipes ou même quand je repère des personnes ou qu'on s'est rencontrés
dans le cadre d'une réunion et que je trouve quelqu'un super intéressant, je le fais avec grand plaisir et ça donne des belles histoires. Il y a un réseau de femmes chez EDF, vous en faites partie? J'en fais partie, mais je vais jamais aux réunions. J'y suis allée au début et c'était très orienté sur vie pro, vie perso, et ça j'aime pas, je supporte pas, ça me donne des boutons. Et je suis pas tellement à l'aise en fait dans des réseaux de femmes où on parle que de sujets de femmes. Ce que j'aime bien, c'est oui des rôles modèles qui viennent exposer comment elles ont ça j'aime beaucoup. Et ce sont des exemples, mais c'est un exemple parmi d'autres parce que je pense qu'il n'y a pas de bonnes règles et qu'après, si c'est juste pour s'échanger des petites astuces, trucs et astuces, ça, j'ai du mal. Et moi, je suis profondément attachée à la mixité. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir en discuter, mais dans un environnement où il y a des hommes et des femmes. Donc, un débat, par exemple, à la machine à café, autour de collaborateurs, oui, ça oui. On dit comment on concilie effectivement congé maternité. Et d'ailleurs, ça évolue beaucoup parce que là, dans les équipes, il y a un homme qui est parti 3 mois en congé paternité. Enfin, je l'ai mis en avant, j'ai valorisé, enfin pas non plus en faire un héros, mais mis en avant ce type d'initiative et tout à fait trouver le moyen. C'est comme un congé maternité. Enfin, je trouve ça super. Donc c'est plutôt dans des cadres plus resserrés, plus en confiance, où on peut vraiment discuter en transparence du sujet et voilà. Si vous aviez un ou quelques conseils à donner à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail en ce moment, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à part bon courage? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment montrer vous avez envie. Moi, j'accueille toujours des stagiaires. C'est du sang neuf. Et puis c'est formé, etc. Enfin, j'adore avoir des stagiaires. Moi, j'accroche pas quand il y a des stagiaires qui commencent à regarder un peu leur confort, et qui ont pas l'envie et qui ont pas cet enthousiasme, la flamme, quoi, se dire peut-être qu'ils sont pas tombés au bon endroit. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais une fois qu'ils se sentent au bon endroit, eh ben, montrez que vous avez envie de l'initiative, de la volonté, de l'implication, de l'engagement. Véritablement. Et alors, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup des générations Y, Z, qui regardent beaucoup l'équilibre. Bien sûr, mais ça n'empêche pas de montrer qu'on a envie et qu'on a l'énergie pour faire bouger des choses, une cause, un projet, une initiative. Donc c'est vraiment ça. Comment est-ce que vous rester dans le jeu, à la fois professionnel et puis aussi sur la partie endurance? Comment est-ce que vous résistez en travaillant beaucoup, vous le disiez? Je résiste parce qu'il y a toujours ce moteur de la nouveauté. Toujours découvrir de nouvelles choses, mais que ça soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir. Avec mes enfants, j'aime leur faire découvrir. Il y a toujours de la nouveauté. Et ça me tient en éveil en permanence. Ça me nourrit, ça me donne de l'énergie. Et du coup, j'avance. Je cours. Et je suis endurante. On arrive à la fin de notre entretien. Alors, ce sera ma dernière question. C'est quoi votre prochain challenge professionnel? Prochain challenge, j'aimerais bien prendre la tête d'une filiale ou d'une grosse entité. Je l'ai déjà exprimé et gravir l'échelon supérieur. C'est bien, bravo. Merci beaucoup, Lydie. Merci, Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes
et retrouvez le son de victoire sur le compte Instagram du même nom. Le son de victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site lesondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.